En partant, c'est clair, il me semble, pour l'ensemble des membres du comité de coordination nationale et largement dans le parti aussi, il n'est pas question pour nous d'envisager une alliance ou un pacte électoral avec les partis québécois. Et nous n'avons jamais véritablement été dans cette perspective, mais nous avons toujours été dans la perspective politique où des différents acteurs nous font de la pression pour dialoguer. Est-ce qu'on peut refuser un dialogue? Refuser un dialogue, ça comporte des conséquences. Donc, surtout dans le contexte actuel, avec l'élection d'Élysée, bon, je l'ai nommé d'entrée de jeu sur la base du report de l'échéancier référendaire et son adhésion, encore une fois, aux thèses identitaires, il est encore moins envisageable d'envisager quoi que ce soit en termes de collaboration électorale avec les partis québécois. Je dis électorale parce qu'il y a une petite nuance, là. Vous savez qu'il y a une petite patente qui s'appelle l'Assemblée nationale, où on a une aide parlementaire qui collabore régulièrement avec les partis québécois. Je vous nomme les PS 70, parce que Françoise et Dave Turcotte ont collaboré, mais on s'en tient à la question électorale. Donc, dans le contexte actuel, il est très difficile d'envisager ne serait-ce qu'un dialogue en vue d'un possible pacte électoral, parce que dans les faits, on risque d'être instrumentalisé par les partis québécois, de devenir de facto un satellite de ces partis. Et qu'est-ce qu'on pourrait gagner en échange? Jean-François le disait, nous jette en pâture les 15 piastres ou peut-être une réforme du mode de scrutin, tout en sachant que ces éléments-là, c'est pour nous faire rentrer dans une cage à homard et nous instrumentaliser encore une fois. Donc, voilà, eux autres, ils connaissent ça. Fait que pour nous, il est très difficile d'envisager quoi que ce soit avec les partis québécois. D'autre part, ne serait-ce qu'envisager une alliance avec les partis québécois pourrait avoir, comme André l'a signalé aussi, pourrait avoir des conséquences négatives sur notre organisation. Par exemple, quel message envoie-t-on à des associations un peu partout, beaucoup à Montréal, qui ont, même ici à Québec, je crois, qui ont l'ambition de gagner? Quel message envoie-t-on à ces équipes-là, à ces associations locales qui ont l'ambition de se battre durement pour, si ce n'est pas pour gagner, mais pour faire une progression électorale significative, et on leur dit, mais là finalement, le Parti québécois, c'est un peu comme notre allié, etc. Ça implique de la confusion, ça implique, comment dire, d'obscurcir l'objectif qu'on s'est donné, et ça peut mener à la démotivation de nos troupes, et ce que je trouve hautement dédommageable pour notre parti. En fait, s'il y a quelque chose qu'on doit absolument sauvegarder dans Québec solidaire, c'est nos principes, mais c'est beaucoup notre capacité organisationnelle pour porter notre discours, et c'est essentiel de garder le moral, la motivation de nos militants, nos militantes, pour faire que Québec solidaire avance malgré les alliances des campagnes électorales, etc. Parce qu'il peut arriver, ça existe, ça arrive dans l'histoire de tous les partis, qu'il peut y avoir des régressions électorales. Sauf qu'une régression électorale pour Québec solidaire, à l'étape actuelle de notre développement, de notre croissance, il a des implications différentes qu'un recul électoral pour un autre parti. Et aujourd'hui, Québec solidaire a acquis, on n'est plus le même Québec solidaire de 2007-2009. Nous avons acquis, malgré que nous avons seulement 3 députés, nous avons acquis une place dans l'échiquier politique québécois, nous avons une certaine envergure politique, et ça c'est beaucoup dans le subjectif, c'est pas de résultats électoraux, mais ça nous permet de jouer, de faire un jeu politique beaucoup plus substantiel que dans le temps.
Donc les mêmes gestes, les mêmes questions qui se posaient il y a 5 ou 10 ans ne se posent plus de la même façon aujourd'hui. Donc il faut tenir compte, et Québec solidaire est en quelque part à un point de bascule. On est à la veille, et c'est sur ça que nous travaillons fort, de sortir du cercle vicieux, parce que nous sommes petits, nous n'arrivons pas, les gens ne votent pas pour nous, et nous n'attirons pas des candidatures d'envergure, etc. Nous sommes au passage, à la veille d'un passage au cercle vertueux, où, parce que nous grossissons, parce que notre influence s'accroît, nous sommes en mesure d'attirer de nouveaux votes, d'attirer de nouvelles personnes à Québec solidaire. Donc, c'est dans cette phase-là du développement de Québec solidaire que tous ces débats-là se produisent. Donc, il faut jouer beaucoup de finesse pour être en mesure de garder, de sauvegarder, de conserver notre capacité organisationnelle et les perspectives de développement de cette capacité-là. Et je pense qu'envisager un pacte électoral avec les PQ est tout à fait contraire à cette nécessité-là. Maintenant, ça c'est Québec solidaire. Sauf que le reste de la société continue à exister et nous faisons face toujours au même problème que depuis notre naissance, les fameux votes stratégiques finalement. Mais qui, à chaque époque, cette question-là se pose différemment. En 2022, à la veille de la prochaine échéance électorale, il est fort probable que le Québec ait vécu à peu près 20 ans de gouvernement libéral. Et une bonne partie de la population non libérale, évidemment, qu'ils soient péquistes ou qu'ils soient solidaires ou autre chose, qui en ont ras-le-bol de ce gouvernement-là, et ils sont prêts à faire des gestes, à accepter des gestes pour passer à autre chose, pour battre ce gouvernement-là. Et Jean-François Lisée joue sur cette question-là, et il a été très intelligent lorsqu'il place comme diraient les anciens gauchistes, la contradiction principale, l'objet du débat, est à savoir si en 2018 on veut battre le Parti libéral ou non. C'est comme ça qu'il le place. C'est comme ça qu'il nous fait, il fait la politique de la main tendue, etc. Et une bonne partie de la population anti-libérale achète ce discours-là de façon légitime, je crois, parce que les gens n'en peuvent plus de ce gouvernement corrompu, néolibéral, etc. Nous sommes en mesure de comprendre ça et nous ne pouvons pas balayer du revers de la main cette aspiration légitime d'une bonne partie de la population, dont nous devons en quelque sorte, non pas nécessairement répondre par une perspective d'alliance avec les PQ, c'est pas dans cette perspective-là que nous nous plaçons, mais dans non pas en leur disant, mais vous avez pas raison, et envoyer le message que les intérêts corporatifs de Québec solidaire sont plus importants que l'intérêt d'une bonne partie de cette population qui aspire à un changement, en tout cas, qui aspire à se débarrasser du Parti libéral. Donc nous faisons face à cette contrainte-là. Et en quelque sorte, politiquement, nous devons jouer politiquement pour répondre, donner une réponse adéquate à cette aspiration-là. Donc, la proposition qui est là sur la table, elle vise d'une part à proposer une convergence sur des bases progressistes et d'autre part à essayer de répondre en quelque sorte à cette aspiration d'une partie de la population pour se débarrasser du pouvoir libéral, tout en leur donnant une perspective de victoire, en leur disant si nous avançons dans une perspective progressiste, nous sommes en mesure de faire élire des progressistes à l'Assemblée nationale et battre diminuer en tout cas les chances de victoire du Parti libéral. Donc nous, ce que nous faisons en sorte, c'est proposer une convergence progressiste. Et la discussion a été faite, à savoir si on nomme ou non les partis, mais nous avons opté pour l'option de dire nous allons inscrire un certain nombre de principes très difficilement acceptables pour les partis québécois, on va le dire, et de facto, de façon implicite, de par les principes sur lesquels nous pensons faire cette convergence-là, les partis québécois vont en être exclus. Je pense que cela nous donne une marge de manœuvre assez importante en termes de porte-parole, en termes de direction politique du Comité de coordination nationale pour avancer dans ce processus-là de convergence progressiste tel que l'a nommé André, qui, soit dit en passant,
Ce n'est pas facile à faire non plus, hein, parce que les syndicats, parce que les groupes communautaires ont les subventions, mes membres votent pour différents partis, etc. C'est plus facile à dire qu'à faire cette fameuse convergence sociale que nous on propose, mais on va s'atteler à la tâche. Je pense que c'est un défi politique de première importance. Mais ce que nous cherchons par cette proposition-là, c'est en quelque sorte de se donner une orientation ferme sur la volonté de Québec solidaire d'avancer vers une convergence progressiste, tout en se donnant quand même une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir faire les jeux politiques et avancer dans cette stratégie-là. Par rapport au Oui-Québec, le débat est confus, parce que la première proposition que vous avez ici, elle a été rédigée dans un contexte où, si on mettait les pieds dans le Oui-Québec, ça nous amenait à une négociation avec les partis québécois. Sauf que, de l'aveu même du Oui-Québec, cette éventualité n'existait plus. Donc pour moi, ces propositions-là sont en quelque sorte en bonne partie dépassées. Pas tout, complètement, mais en bonne partie dépassées. On ne peut pas faire la discussion sur les picots qu'on retrouve là. Sur quelle base devrait-on faire la discussion par rapport au Oui-Québec? Pour moi, et contrairement à mon camarade André, je trouve que la question, sans être dépourvue d'importance, elle est quand même moins importante que la proposition principale, parce que le Oui-Québec nous offre un lieu relativement inoffensif d'échange avec les partis québécois. Et bon, de temps en temps, c'est pas parce qu'on s'assoit avec les partis québécois qu'on attrape la lèpre, on s'assoit, puis on discute de quoi? De notre proposition finalement. L'Assemblée constituante. Je vous rappelle que l'Assemblée constituante, nous avons été les premiers à la mettre sur la place publique, et petit à petit, à travers les années, différents acteurs du mouvement souverainiste ont commencé à l'adopter. Tout d'abord, ça a été à la naissance du Oui-Québec. Les Oui-Québec ont choisi l'Assemblée constituante comme une option à privilégier en termes d'accession à l'indépendance. Et dernièrement, au dernier congrès d'Option nationale, c'était Option nationale qui a dit, mais nous, ils nous ont abandonné leur thèse de l'élection référendaire pour adopter celle-là. Donc on va être en quelque sorte dans notre terrain. Et ce qui me paraît important, c'est que si on dit non au Québec à participer à ce comité-là qui va discuter un peu sur le sexe des enjeux. C'est très bien discuter de l'Assemblée constituante, mais c'est pas pour demain. Hein. Mais on est en train d'envoyer un message fort à l'ensemble du mouvement souverainiste pour leur dire, mais nous ne sommes pas avec vous, là. Nous faisons bande à part, et oui, les symboles sont importants. Lorsqu'on dit, on ne veut pas travailler avec vous, on est en train de dire, on ne veut pas travailler avec les mouvements souverainistes qui est à l'extérieur du Québec solidaire. C'est ça qu'on est en train de dire. Et ça peut avoir des conséquences importantes. Donc pour moi, si des coups politiques il y a à participer avec le Oui-Québec, elles sont mineures par rapport aux liens que nous pouvons garder, aux avancées que nous pouvons faire auprès d'un certain nombre de souverainistes non partisans au Québec. Merci beaucoup. Alors, on a deux thèses qui sont sur la table.